Bienvenue à toutes et à tous. Donc, il y a avec nous les participants de la table ronde qui ont fait des tests d'ailleurs avec leur caméra. Alors, je suis Xavier Faure, organisateur du Grand Circuit. Il y a Benjamin Thaïs qui est avec nous, Benjamin, notre rédacteur, qui m'accompagne pendant cette conférence. Alors, dans ce moment historique, le Covid-19 met à mal l'ensemble de la société. C'est vrai que nous sommes inquiets pour nos proches et les entreprises de la filière. Et puis, pour la plupart d'entre nous, nous sommes confinés chez nous dans un geste citoyen, barrière pour enrayer la propagation du virus. Depuis maintenant 3 mois, nous travaillons à cette conférence avec les acteurs de la filière. Chacun de ces conférences nous permet de nous retrouver quand elles ont lieu en présentiel avec plaisir, d'apprendre, d'échanger et souvent de déclencher des travaux et des actions. Et c'est pour ça qu'on aime tant ces grands circuits. Alors, mettons-nous au travail et parlons qualité de l'air intérieur, ventilation et rénovation, même si on parlera peut-être un peu du Covid-19, on ne pourra pas s'en empêcher. Jusqu'à aujourd'hui, nous passions 80% de notre temps dans des environnements clos. Je disais jusqu'à aujourd'hui, maintenant c'est presque plus 100%. Et venons dans cette soirée-là, effectivement, de passer à 100%. Si je voulais pousser un peu l'ironie, nous pourrions dire que la QAI, la qualité de l'air intérieur, est plus nécessaire que jamais. Depuis le 1er janvier 2018, la surveillance de la qualité de l'air intérieur est obligatoire dans les écoles maternelles, là je le rappelle, et élémentaires, ainsi que dans les crèches. Cette année, si tout se passe bien, si tout revient à la normale, l'obligation est étendue aux accueils de loisirs et établissements d'enseignement du second degré, donc c'est ce qu'on appelle les collèges et les lycées. Et en 2023, les autres établissements suivront. On verra plus cela en détail dans les quelques minutes de discussion. Pour l'heure, les mesures ne concernent que certains polluants comme le formaldéhyde, le benzène, le CO2 et d'autres appellations chimiques dont je vais vous épargner les termes. Une liste qui devrait s'allonger car selon l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, plus d'1 millier de substances que l'on retrouve dans les bâtiments ont une toxicité à court et long terme sur les occupants des logements. Nous verrons aussi, au-delà des contrôles sur la QAI et sur l'étanchéité de l'air, on va en parler, qu'assurer une bonne ventilation est une étape importante de tout projet de rénovation énergétique des bâtiments. Bon, allez, j'ai assez parlé, passons aux experts donc, du grand circuit, à la table ronde. On accueille aujourd'hui qui est avec nous, donc il y a Francis Tifano. Vous êtes responsable d'activité énergétique chez Cerqual Qualitel Certification. Peut-être, Francis, vous pouvez lever la main, mais tout le monde a votre nom. On va essayer le micro, ça marche bien, oui. Ça marche bien? C'est parfait. Très bien. Émilie Eke, vous êtes infirmière CMEI pour l'APA, Association pour la prévention de la pollution atmosphérique. Bonjour Émilie. Bonjour. Le micro marche parfaitement également. On a aussi avec nous Benjamin Rougerol, chargé de mission, observatoire de la rénovation énergétique en copropriété à l'Agence parisienne du climat. Bonjour Benjamin. Bonjour. Voilà. Peut-être pour commencer, c'est ce qu'on avait prévu de faire un point sur la qualité de l'air intérieur. Peut-être un point où nous en sommes aujourd'hui. Avant de commencer ce premier point, peut-être se présenter chacun à son tour. Peut-être Francis, vous pouvez commencer à vous présenter. Oui, donc Francis Stéphano, donc j'ai en charge notamment au sein de la direction d'études de recherche de Cercal, donc notamment les sujets qui concernent la performance énergétique, mais aussi les sujets qui concernent la ventilation. Et notamment, j'ai une collègue aussi qui travaille sur le sujet de la QAI, donc on est effectivement sur ces sujets, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Merci. Émilie Eke. Bonjour, donc Émilie Eke, je suis infirmière conseillère médicale en environnement intérieur à la PPA, l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique. Et à ce titre, je réalise à la demande de médecins des enquêtes environnementales au domicile de patients souffrant de pathologies respiratoires, donc pour qui la qualité de l'air intérieur a un réel impact sanitaire sur… voilà. Benjamin Rougerol. Oui, donc bonjour, Benjamin Rougerol. Moi, je travaille à l'Agence parisienne du climat et je suis chargé de mission sur l'Observatoire de la rénovation des copropriétés.
mon rôle, c'est de créer des enquêtes et des analyses qui soient à la fois qualitatives et quantitatives pour essayer de montrer l'état des lieux de la rénovation énergétique en copropriété aujourd'hui à Paris. On s'est intéressé assez récemment, nouvellement, à ces questions de la qualité de l'air et du confort d'été dont je vais pouvoir vous parler aujourd'hui. Voilà. Alors pour commencer et rentrer dans le vif du sujet, puisque finalement on a la chance d'avoir un représentant presque plus des bâtiments neufs, hein, avec vous, Francis Stéphano, pour Cercal, un représentant peut-être plus des bâtiments rénovés, avec Benjamin Rougerolles pour l'Agence parisienne du climat, Émilie Equier, une personne qui va au contact du public quand il y a des problèmes. Alors peut-être Francis, pour Cercal, on avait envisagé que vous nous parliez un peu de travaux sur l'énergie et la ventilation, que vous nous parliez un peu sur le neuf, qu'est-ce qui se passe, et notamment il y a un protocole qui est en place qui s'appelle le protocole Promovant. Est-ce que vous pouvez nous détailler où on en est sur ces sujets? Alors déjà, moi, je vais faire déjà une petite introduction, c'est-à-dire faire un peu un retour en arrière, parce qu'en logement aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a une réglementation sur les débits d'air neufs qui date de mars 82. Donc aujourd'hui, ce sujet-là, je dirais, il date. Mars 82, on réglementait les débits d'air dans les logements. C'est toujours d'application aujourd'hui. Donc ça commence, je dirais, un peu à peser tout le monde, parce que bon, on voit bien qu'aujourd'hui, on parle d'environnement, on parle de la RE 2020, et je pense que le sujet de la ventilation en France est un sujet que tout le monde, je dirais, bon, au sein des comités, réunions, au sein du ministère, ce sujet a été pris à cœur dans le cadre, effectivement, de Promovant. Je vais y revenir tout à l'heure, et je sais qu'il y a un intervenant qui va intervenir sur le sujet dans la matinée. Mais ce qui est dommageable, c'est que l'arrêté de mars 82 n'a pas évolué. C'est-à-dire qu'on est encore à des débits d'air réglementés dans les logements, et on sait pertinemment que quand on mesure, ils ne sont pas là. Et quand on mesure, je dis bien, parce qu'aujourd'hui, si on fait le point, si on regarde la réglementation, il n'y a rien sur le neuf. C'est-à-dire que vous respectez la mars 82, on pose, mis à part, je dirais, des démarches qui sont faites par les organismes certificateurs comme Cercal et comme d'autres. Aujourd'hui, si vous prenez la mesure de QAI à réception, il n'y a rien imposé dans le logement, mis à part ce que tu as dit tout à l'heure, Xavier, concernant les écoles maternelles et autres. Mais dans le logement, il n'y a rien. Si on regarde après, il y a un super boulot qui a été fait depuis à peu près 2 ans, qui est le protocole Promovant, qui est un protocole de mesure, donc aussi bien vérification visuelle que vérification fonctionnelle, que mesure débit-pression dans l'habitat neuf, maison individuelle, immeuble collectif. Et ce protocole a le mérite d'être très clair, c'est-à-dire qu'il pose effectivement, dans le cadre des logements neufs aujourd'hui, ça va être étendu par la profession, parce qu'il y a un travail, il y a un programme de recherche qui est en train d'être fait pour le tertiaire, notamment, et qui impose un protocole. C'est-à-dire que si on veut mesurer, que ce soit un système simple flux, double flux, de pouvoir mesurer dans les logements à réception, notamment la qualité de la ventilation. Et la qualité de la ventilation, ça passe bien évidemment, ça va des entrées d'air, des bougies d'extraction, et jusqu'au groupe qui est installé en toiture. Alors, je pense que là-dessus, c'est bien. Sauf qu'aujourd'hui, ce protocole, il est, on va dire, il n'est pas imposé. Nous, je dirais, en tant qu'organisme certificateur, une opération sur 10, on va les contrôler à réception, parce qu'on pense que le sujet de la qualité de l'air, c'est un sujet important aujourd'hui, notamment à la livraison des logements. On le sait, on le mesure. Il y a des logements aujourd'hui qui ont du mal à respecter ces débits, et qui, bon, donc c'est normal. Par contre, est-ce qu'il ne faudra pas à un moment généraliser ces mesures de débit pression? On ne sait pas, mais je pense que c'est nécessaire. Je dirais malheureusement, et bon, le sujet nous rattrape aujourd'hui, sujet d'actualité, mais moi, ce que je trouve dommageable, c'est qu'il faut qu'on en arrive à la santé publique et à la santé des occupants pour que ça bouge. Voilà. Donc, malheureusement, on en est là aujourd'hui. Je pense que la profession avance sur le sujet de la qualité de l'air et de la ventilation. Mais
Peut-être qu'il faudrait que ça aille plus loin. Si on regarde, on va revenir, Francis, aussi sur les peut-être sur les logements, bureaux et crèches, hein, puisque finalement vous pouvez être concerné par ces sujets-là. Mais avant, peut-être pour avoir un tour d'horizon, là on a parlé un peu du neuf avec Benjamin Rougerol pour l'Agence parisienne du climat. Effectivement, vous avez fait, vous, une étude et vous avez instrumenté des copropriétés qui a duré un peu de temps pour la qualité de l'air intérieur. Peut-être, Benjamin, tu peux nous le détailler, finalement, quels ont été les résultats de cette étude? Oui, peut-être pour rappeler déjà un petit peu notre mission première. Nous, on a vocation à accompagner les particuliers, et notamment les copropriétés à Paris, sur la rénovation de leur logement. Et dans ce cadre-là, on a mis en place une instrumentation assez lourde dans 8 bâtiments pendant 2 années, avec l'objectif de vérifier la performance énergétique réelle atteinte après rénovation par rapport à ce qui avait été projeté. Et dans ce cadre-là, on en a profité pour également faire de l'instrumentation sur les mesures de température et d'hygrométrie dans les logements, ce qui nous ont permis de déduire un certain nombre de choses sur le confort d'été, mais également dans un certain nombre de logements, une vingtaine, une mesure du taux de CO2 et du taux de formaldéhyde avec des pas de temps très fins qui nous permettent de voir très clairement qu'il y a une nette différence avant rénovation et après rénovation. Du coup, je rentrerai un peu dans ce détail de l'avant-après rénovation, sachant que, pour préciser un petit peu l'envergure de ces projets de rénovation-là, ce sont 8 copropriétés pour lesquelles on a été chercher en moyenne 40% d'économie d'énergie sur le papier, théorique. Et donc, sur ces projets, on agissait sur toute l'enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire l'isolation des façades, des toitures, des planchers bas, le changement des menuiseries dans la plupart du temps, et également pour les 8, une action d'amélioration de la ventilation. Alors, soit on passait d'une ventilation naturelle à une ventilation mécanique, soit on améliorait la mécanisation de la ventilation en créant, en apportant des caissons basse pression, en ajoutant des bouches d'extraction hygroréglables, etc., etc. Ces actions-là, on l'a vu, ont eu un net impact sur la qualité de l'air. Alors, pour vous, Émilie Eke, vous êtes en contact effectivement avec des patients qui ont des pathologies, des impacts sanitaires, hein, liés à des défauts du bâti. Finalement, est-ce que vous pouvez nous décrire peut-être les pathologies que vous rencontrez et puis les défauts un peu qu'on rencontre régulièrement également, et puis votre mission un peu dans tout ça? Alors, les pathologies rencontrées, nous, on travaille essentiellement sur les pathologies respiratoires. Donc, la pathologie principale pour laquelle on intervient, à 60% de nos enquêtes, c'est pour l'asthme. On sait maintenant, suite au rapport qui a été fait en juin 2016 là, de l'ANSES, qu'effectivement, il y a un impact de l'exposition aux moisissures sur l'apparition d'asthme chez des enfants exposés aux moisissures et sur les exacerbations de l'asthme chez les asthmatiques qui sont exposés aux moisissures. Donc très clairement, il y a un lien entre nous, effectivement, les logements qu'on peut rencontrer, beaucoup, en tout cas nous dans notre région, dans nos visites, c'est souvent des logements rénovés, où l'adaptation de la ventilation n'a pas été faite après le changement des menuiseries et autres, où on retrouve des phénomènes de condensation avec développement de moisissures. Si vous voulez, ils ont été rénovés, Émilie, ils ont été rénovés, mais finalement pas correctement. Mais voilà, après, c'est un juste équilibre, je pense. Là, j'ai des experts plus experts que moi, mais nous, dans nos observations, c'est le déséquilibre qu'on peut retrouver entre l'isolation et le système de ventilation, donc du coup avec apparition de phénomènes de condensation et d'humidité et apparition de moisissures qui sont délétères à la santé respiratoire. Est-ce que vous contrôlez aussi, au-delà de la moisissure, vous allez chercher vous faites des analyses, vous êtes amené à faire d'autres contrôles? On ne fait jamais, nous, de prélèvements systématiques. On fera des prélèvements en fonction des constats réalisés sur place et de la pathologie. Donc, des prélèvements de chimie, on peut en faire dans des cas un peu exceptionnels avec accord du médecin, parce que parfois, les résultats qu'on peut avoir sont difficiles
difficilement interprétable. C'est parfois difficile d'exposer les résultats qu'on peut avoir avec la pathologie. Donc, on ne le fait que de manière exceptionnelle pour des situations bien précises et discuter avec le médecin. Pour la chimie. Les prélèvements fongiques sont faits pour des pathologies très spécifiques, pour des asthmes sévères et pour des pathologies, des pneumopathies d'hypersensibilité, où il est nécessaire de s'assurer que la pneumopathie d'hypersensibilité n'est pas liée à l'exposition à une moisissure bien spécifique. Est-ce que vous avez beaucoup de, finalement, le nombre de cas est important lié à la qualité de l'air intérieur? C'est difficile de parler de nombre de cas. Nous, le médecin nous demande d'aller voir sur place ce qui se passe, en fait, dans le contexte d'une pathologie. Donc, nous, on a, sur la région des Hauts-de-France pour l'instant, entre 450 et 500 visites demandées. Ce n'est pas pour autant qu'on fait le lien. Hein. Ouais. Mais on a effectivement, quand même, très majoritairement, on revient sur des problèmes de comportement avec, du coup, émission de ce que j'appelle le polluant chimique, où là, on est là justement pour faire prendre conscience aux habitants de l'importance de ne pas créer la source d'exposition. Et puis après, très, très majoritairement aussi, les logements avec moisissure. Ça, je reviens dessus, okay. C'est vraiment un problème chimique. Souvent lié à des problèmes de ventilation. De ventilation, on va y revenir parce que finalement, il va y avoir Actis Ventilation qui fera une présentation effectivement sur la ventilation. Francis Tifano, si on fait un petit zoom, peut-être on avait dit qu'on parlerait un peu du radon et puis un petit zoom aussi sur les bureaux et les écoles, parce que finalement, il n'y a pas que le logement, il y a aussi bien entendu les bureaux, hein, où on passe beaucoup de notre temps, un peu moins en ce moment, mais beaucoup de notre temps normalement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Excusez-moi. Oui, donc c'est bon, on va dire, c'est vrai, dans le logement aujourd'hui, on voit, bon, on en a quand même le protocole promouvant. Bon, aujourd'hui, il faut quand même, si on fait un zoom arrière, quand même, faut noter quand même que l'alliance HQE France GBC, en fait, a depuis qu'elle a sorti son cadre de référence du bâtiment. C'est quoi l'alliance HQE? L'alliance HQE GBC, c'est une association qui prône effectivement donc le bâtiment durable avec un cadre de référence, et c'est une des associations qui a sorti pour les projets de construction des protocoles de mesures QAI valables uniquement à réception et en exploitation. Pour les bureaux, c'est des travaux qui datent de 2013 et qui ont été en fait revus en 2015. Et aujourd'hui, sur la mesure de QAI, on a des choses aujourd'hui, il y a des protocoles qui existent donc, et qui peuvent être valorisés aujourd'hui dans le cadre de certification, et puis aussi dans le cadre, bien évidemment, des dispositions réglementaires, et comme tu l'as cité tout à l'heure, dans le cadre effectivement de tout ce qui est maternelle, élémentaire et crèche, qui sont effectivement, on sait que c'est un public qui pour les problèmes qui ont été soulevés tout à l'heure par Émilie, la qualité de l'air et la ventilation, c'est des choses importantes qu'aujourd'hui, il ne faut pas négliger. Donc, on sait bien que la ventilation participe aujourd'hui à la qualité de l'air intérieur des logements. Oui. Alors, justement, je rebondis. Émilie, est-ce que vous avez des fois des médecins qui viennent vous voir en disant, voilà, il y a un problème avec un patient, vous allez diagnostiquer dans le logement, mais ça ne vient pas du logement, ça vient d'ailleurs, c'est-à-dire ça vient de l'école ou ça vient de… En termes de santé, de toute façon, et notamment dans les pathologies respiratoires et pour l'asthme, forcément, c'est multifactoriel. Donc il n'y a pas que le logement qui va… un logement… en mauvaise santé, un logement où il y a des désordres, où il y a des facteurs, va majorer la pathologie, mais il ne sera pas le seul. Il y a l'observance du traitement, il y a les susceptibilités individuelles et autres. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, mais est-ce que des fois, ça peut vous découvrir que ça vient d'une école sur des enfants, ça vient d'un bureau? Je ne fais pas les écoles, hein, je ne fais pas les ERP, voilà, mais je fais les domiciles. Et donc, oui, j'ai des situations de pathologie respiratoire sévère. Je pense à un gamin de 12 ans avec une pneumopathie d'hypersensibilité strictement liée. Donc, c'était un poumon du fermier chez ce gamin avec une altération de l'état général à 12 ans. Donc, le poumon du fermier, c'est une pathologie professionnelle chez l'agriculteur, exposé aux actinomycètes dans le foin et autres. Là, chez un gamin qui vivait dans une maison mitoyenne en pleine ville. Ah oui, ok. Et donc, strictement lié, le
bilan est encore en cours, mais il y a amélioration depuis qu'il a quitté le logement, strictement liée, en fait, non pas là à un défaut de ventilation, mais à une infiltration très ancienne du torchis, hein, donc argile et paille. Hein. Et donc cet enfant exposé de manière chronique a développé cette pathologie qui aurait pu lui bousiller ses poumons s'il restait encore là quelques mois, donc quelques semaines même. Donc là, ce n'est pas un problème de ventilation, c'est un problème d'humidité et de matériaux. Non traités et de matériaux probablement. Là, c'est une situation qu'on est encore en train d'explorer. Benjamin Rougerol, finalement, tu n'as pas détaillé les résultats, sauf erreur de ma part, sur les résultats sur l'étude que vous avez faite en termes de CO2 et formaldéhyde avant et après travaux. Vous avez des chiffres concrets? Alors, j'ai quelques chiffres à présenter, peut-être juste avant pour revenir effectivement sur ce qui a été dit pour compléter. Alors, il est vrai que pour nous, les entrées principales pour la rénovation énergétique aujourd'hui, c'est surtout l'amélioration de l'enveloppe du bâtiment et l'amélioration du confort thermique. Mais on a un certain nombre de cas à Paris, parce qu'on travaille sur Paris, où dans les logements anciens, on va être aussi sur des problématiques liées à l'humidité et à la qualité de l'air, puisqu'il peut ne pas exister de ventilation suffisante, voire même de ventilation tout court, puis des mauvaises pratiques, puis des typologies de murs et de construction qui permettent grandement le passage de l'eau sous forme de vapeur, par exemple dans le bâti ancien. Et donc ça, selon le type d'isolation que vous allez faire, ou le type de revêtement que vous allez mettre à l'extérieur des murs, vous pouvez complètement détruire votre bâtiment à petit feu et du coup, par extension aussi, comme vous l'avez bien dit, détruire votre santé. Donc ça, c'est déjà un premier fait. Et souvent, on est amené, nous, à apporter des actions correctives là-dessus, donc remplacer les isolants ou les matériaux de façade pour faire en sorte que les parois respirent. Pour revenir du coup sur l'instrumentation qu'on a fait pendant 2 ans, les 8 bâtiments, enfin 7 des 8 bâtiments qu'on a instrumentés sont de type 30 glorieuses, donc construits entre 45 et 74, avec de la ventilation existante et avec des murs en béton, donc ils ne sont pas vraiment sujets à ces problématiques d'humidité normalement. On n'avait pas ce problème-là initial, donc on n'a pas eu à corriger ce problème. Néanmoins, le fait d'avoir une ventilation naturelle ancienne peut, dans certains cas, induire des débits de ventilation qui sont très variables au cours de la journée et au cours du temps, qui fait que vous n'avez pas une ventilation qui est constante et qui joue correctement son rôle. Donc, ce qu'on a observé, c'est qu'en mécanisant en fait, la ventilation, donc en ayant un débit qui soit quasiment constant, les taux de CO2 ont chuté et les taux de formaldéhyde aussi dans les logements. Donc, le CO2 et le formaldéhyde ne sont pas les seuls indicateurs de la qualité de l'air, mais en tout cas, ça démontre un déconfinement des logements vis-à-vis du renouvellement de l'air. Donc, pour vous donner quelques chiffres clés, on avait des logements où 50% du temps, dans le logement, on était au-dessus, on était dans des qualités médiocres, voire faibles au niveau du CO2. Aujourd'hui, quasiment 95 à 100% du temps, on est dans des taux de CO2 qui sont excellents, qui sont en dessous des 800 ppm, parties par million en taux de CO2, et donc ils sont tout à fait corrects si on reste dans son logement. Donc ça, on sait très clairement que c'est la ventilation qui a permis d'homogénéiser en fait ce niveau de CO2 dans les logements. Et par extension, j'en profite, on a également regardé aussi la question du confort d'été, parce que ce n'est pas directement à la qualité de l'air intérieur, mais ça y joue quand même pas mal, d'un point de vue confort. Ce qu'on a vu, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore suffisamment pris en compte dans les rénovations énergétiques, dans le neuf également, notamment la gestion des apports solaires, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des taux de dépassement des températures intérieures qui sont assez élevés. On a en moyenne 350 heures par an qui dépassent les 28 degrés dans les logements en été. Ça, c'est sur l'été 2018, par exemple. Et on a des pointes qui peuvent aller à 32 degrés dans des logements qui sont rénovés. Donc ça, c'est un problème. Il faut qu'on arrive aussi à régler ça. Donc ça va se faire par des meilleurs matériaux, par la prise en compte des apports solaires, donc notamment avec des persiennes, des volets, etc., qui sont aujourd'hui pas installés forcément. Et surtout, et là je reviens également à la ventilation et la qualité de l'air, à l'accompagnement des occupants sur les bons gestes à avoir, que ce soit en été, en hiver, et sur l'apport à l'intérieur de son logement de tout ce qui va générer de la pollution intérieure,
les encens, les parfums, les graisses, la fumée, etc. etc. Mais, ouais. Là, je vous rejoins. Là encore une fois, les pratiques associées à un désordre tel la ventilation vont majorer les concentrations et les expositions des gens. Donc, nous, notre rôle, c'est de jouer sur les deux plans, en fait. Ouais. Effectivement, une amélioration du bâti, mais aussi une amélioration des pratiques des occupants et de leur responsabilité aussi dans leur exposition. Mais je pense que, et ce qu'a dit Benjamin tout à l'heure, c'est vrai que l'usager final, que ça soit aussi bien que sur la réno que sur du neuf, je pense que sur l'aspect pédagogie, il faut lui expliquer aujourd'hui comment fonctionne une ventilation, les entrées d'air, comment fonctionne le transfert d'air des entrées d'air vers la bouche d'extraction si on prend sur une simple flux, ou bon, tout à l'heure on aura des interventions aussi sur la ventilation naturelle, mais il est clair aujourd'hui, l'usager final, il sait comment ça marche. Lui, il aura des sensations de courant d'air, il va boucher ses entrées d'air, ce qu'il ne faut pas faire, etc., etc. Donc là, il faut aussi une pédagogie. Je pense aussi à réception, il faut peut-être aussi monter en puissance sur les contrôles de la ventilation pour s'assurer qu'une fois qu'on a livré les logements ou qu'on a rénové, et que ça marche bien et qu'on n'a pas les polluants. Bon, tout à l'heure, on a évoqué aussi l'aspect séchage des matériaux. Oui, sur le neuf, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va livrer des logements et puis le séchage, il faut que la ventilation, elle marche correctement pour aussi évacuer toute cette humidité Oui, des matériaux qui ont été posés. Parce que finalement, Francis, on peut faire des bâtiments qui sont bien conçus, bien contrôlés, mais derrière, si on bouche les aérations, oui, donc ça passe. C'est bien évidemment, c'est que bon, l'usager final, il est pas sage, il a du mal à être sachant. Donc aujourd'hui, bon, on voit que quand on parle de carnet numérique du bâtiment, des choses comme ça, oui, je pense qu'il y a pour l'usager final, il y a des choses qu'il faut lui faire passer les messages aujourd'hui. Je pense que, alors dans la certification, on le fait à moindre échelle, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut communiquer au grand public. Alors c'est vrai que sur l'aspect énergétique, sur le DPE, il a compris des choses. Sur la ventilation, on voit bien que ça bouge, on voit bien que le protocole, il est là aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'il est là. Et je pense, il faut que ces protocoles de mesure sur la ventilation, mesure QAI, puissent, je dirais, être est appliqué sur le terrain de plus en plus. Et je pense que bon, la profession a s'y mis en ordre de marche et là-dessus, je pense que ça va arriver. Mais oui, pour mesurer. Aujourd'hui, je dirais après, il y a la santé des usagers derrière. Donc oui, moi il faut continuer. Ce travail, il est commencé. Donc les travaux et la sensibilisation des particuliers. Moi, je vous propose, je vous remercie. On aimerait bien vous applaudir, mais là, on va pas pouvoir le faire. Je vous remercie d'avoir participé à cette table ronde dans un mode un peu particulier qui est en webinaire, mais ça a très bien marché. On n'a pas eu de problème de son. Le sujet est passionnant. Vous avez ouvert cette conférence avec talent. Merci à Émilie, à Francis et à Benjamin d'être venus. Je vous bascule en spectateur. Merci. Merci.